Donc aujourd'hui, le sujet du jour, c'est l'actualité législative et réglementaire. Donc en fait, c'est une grosse année 2018 en ce qui concerne les données de santé, enfin les données personnelles de manière plus générale. En fait, moi, ça fait plusieurs années que je traite du sujet des données personnelles, mais pendant plusieurs temps, on a dit que le règlement européen ne se ferait pas, personne n'arriverait à se mettre d'accord. Et bien finalement, il est arrivé, et finalement, il faut vraiment l'appliquer. Voilà, donc on va essayer je vais essayer de vous rappeler un petit peu le cadre juridique, en espérant que ça soit le plus limpide possible, et donner quelques clés pour le mettre en pratique, parce que malgré tout, on est sur une matière juridique qui n'est pas toujours facile à appréhender. Et en fait, la difficulté des textes européens ou des textes français d'ailleurs, c'est de comprendre comment ça se met en application. Voilà, si je vous dis par exemple durée de conservation limitée, comme ça on ne comprend pas forcément ce que ça veut dire, et donc comment on fait pour l'implémenter dans un système d'information. Voilà. Alors le nouveau cadre juridique applicable aux données de santé, je vais juste peut-être faire une petite aparté sur ce qui est une donnée de santé. En fait, il faut savoir que ce soit le règlement européen ou même la doctrine avant l'application de ce règlement européen considère que la donnée de santé, c'est toute donnée qui permet d'avoir des informations sur l'état de santé d'une personne. Donc ça veut dire que ça peut être le fait qu'elle a des béquilles, le fait qu'elle ait un handicap. C'est vraiment appréhendé de manière très large. Par exemple, si pour une raison ou une autre, vous permettez via votre site internet de calculer l'IMC, donc l'IMC peut d'une certaine manière permettre de savoir si la personne a un surpoids ou éventuellement l'inverse. Donc c'est vraiment une définition large qu'il faut avoir en tête concernant la donnée de santé, et sont concernées également toutes les données dites de bien-être. C'est-à-dire qu'il y a plein de sites d'applications mobiles qui permettent d'améliorer sa course à pied. Et en fait, par déduction, on peut obtenir des informations sur l'état de santé d'une personne. Et la doctrine du G29, aujourd'hui Comité européen sur les données personnelles, alors le G29, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est. En fait, c'est un groupe de travail qui intervient au niveau européen, qui rassemble en gros toutes les CNIL européennes, et ils discutent ensemble pour se mettre d'accord sur des lignes directrices et pour finalement préciser certaines notions qui ne sont pas forcément, qui nécessitent d'être expliquées par rapport au texte européen. Je vous en prie. Donc il faut vraiment avoir une notion, une vision très large de ce qu'est une donnée de santé. Et dans le cadre, je ne sais pas moi, d'un outil, d'un questionnaire, d'une application mobile, à partir du moment où finalement on peut savoir si la personne elle est enceinte, elle porte des béquilles ou elle porte des lunettes. Les lunettes, c'est quelque chose qui est une donnée de santé. Voilà, si quelqu'un vous demande votre correction, si vous êtes myope ou astigmate, c'est une donnée de santé. Alors, on est dans un... C'est jamais évident de savoir qu'est-ce qui s'applique, qu'est-ce qui ne s'applique pas. Donc, en fait, j'ai fait cette petite pyramide qui permet d'avoir une vision de c'est quoi le champ réglementaire. Alors, en bas, on a le RGPD, donc Règlement général pour la protection des données personnelles, qui est donc entré en application, et j'insiste sur application, le 25 mai dernier. Pourquoi je dis application? Parce qu'en fait, il a été adopté, pour faire simple, il y a 2 ans. Et en fait, il y a 2 ans, il était entré en vigueur, c'est-à-dire qu'on a dit, bon ben voilà, il s'applique, mais on vous laisse 2 ans pour vous mettre en conformité. Donc en fait, il est vraiment rentré en application depuis le 25 mai dernier, et sinon c'était depuis 2016 qu'il était entré en vigueur. Voilà. Donc on a un socle, c'est-à-dire qu'il fixe plein de règles sur qu'est-ce qu'on doit faire avec un traitement de données, est-ce qu'on a le droit de collecter les données de manière, comment on doit faire pour que ça soit licite, comment on doit informer les personnes, c'est quoi le droit d'accès. Et il y a ensuite donc c'est vraiment le socle de base, c'est-à-dire que ça s'applique même si on a, y compris si on a des données de santé.
C'est-à-dire un traitement de données personnelles, ça s'applique. Et si on a des données de santé, il y a d'autres choses qui s'appliquent en plus. Donc ça, c'est vraiment le socle de base qui s'applique tout le temps. Ensuite, on a ce qu'on appelle les lignes directrices. Alors les lignes directrices, c'est quoi? C'est donc le fameux G29 qui regroupe toutes les CNIL européennes qui discutent et qui élabore des guides pour permettre de comprendre ce qu'il y a à l'intérieur du règlement européen et de donner des précisions. Donc en fait, ils ont listé un certain nombre de sujets qui leur paraissaient essentiels et donc ils ont élaboré des lignes directrices. Tout ça est accessible sur le site de la CNIL, que ce soit en français ou en anglais. Tout n'a pas été traduit, mais disons que l'essentiel est en tout cas sur le site de la CNIL si vous avez besoin. Et en tout cas, dans ces lignes directrices, ils vous disent par exemple qu'est-ce que je dois faire pour qu'un consentement soit effectivement recueilli. J'ai mon DPO, comment je fais? Est-ce que je peux avoir un DPO mutualisé? Voilà, il y a plein de sujets qui sont précisés dans ces lignes directrices. Alors bon, ça reste un document juridique, donc c'est pas forcément... voilà, il y a plusieurs pages, c'est jamais forcément simplifié, mais à la fin de ce document, il y a toujours une petite synthèse en quelques pages, donc qui permet d'avoir un résumé si on n'a pas envie de tout lire. Voilà. Ensuite, on a la loi informatique et liberté. Alors, elle existait avant, le règlement, elle existe toujours, mais en fait, elle a été refondue. Il y a une nouvelle version qui est sortie le 20 juin 2018 et qui en fait traite de tous les sujets qui ne sont pas vus par le règlement européen. Parce que le règlement européen, il dit il y a environ 50 dispositions qui renvoient au droit national. Parce qu'en fait, ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur un certain nombre de sujets. Et parce que aussi, il y a certains États qui ont des spécificités. Par exemple, nous, sur tous les traitements à des fins journalistiques, on a une antériorité qui fait qu'on ne s'est pas forcément mis d'accord avec les États européens sur le traitement de ce type de données. Donc en fait, il y a la loi informatique que vous connaissez et qui n'a pas été abrogée, elle a été remplacée. Il y a eu donc cette V2, V3, qui indique ce qui a été modifié, et en particulier sur les données de santé. En fait, tout ce qui est infraction, condamnation, données de santé, traitement à des fins journalistiques sont traités en partie par la loi informatique et liberté. Donc il faut prendre le socle, plus ce que dit la loi informatique et liberté. Voilà. Et enfin, on a ce qu'on appelle des décrets spécifiques qui permettent de gérer un certain nombre de sujets qui sont ou pas en complément du sujet sur les données personnelles. Il y a des sujets sur la sécurité. Par exemple, on a un décret qui vient de sortir sur les services essentiels. Vous savez, les opérateurs de services essentiels qui ont des exigences en matière de sécurité sont concernés en particulier les établissements de santé. Voilà, où tous les prestataires qui rendent un acte de soins, eh bien, ils sont considérés comme des opérateurs de services essentiels et à ce titre, ils ont des exigences en matière de sécurité. Donc c'est un décret complémentaire. On a un décret complémentaire aussi pour tout ce qui est hébergeur de données de santé. Donc là encore, c'est quelque chose de complémentaire. Et puis ensuite, on a tous les décrets d'application de la loi informatique et liberté qui dit ça sera un décret qui vous précisera quel type de traitements peuvent être faits par exemple sur les numéros de sécurité sociale sans demander l'autorisation de la CNIL. Voilà. Il y a un certain nombre de sujets qui vont être traités par un document ultérieur qu'on appelle un décret. N'hésitez pas à m'arrêter si ce n'est pas clair ou si vous avez des questions, même s'il y a quand même un temps question à la fin. Alors, qui est-ce qui est concerné par ce règlement européen et puis tout ce petit socle que je vous ai présenté juste avant? Alors, les établissements, bien sûr, de santé, les professionnels de santé, celui qui conçoit une application, en fait, toutes les personnes qui interviennent, qui réalisent, participent, concourent à un traitement de données personnelles, incluant évidemment des données de santé, ou qui conçoivent les logiciels. Parce qu'en fait, si vous achetez un logiciel qui permet par exemple la prise de rendez-vous sur Internet, eh bien cette prise de rendez-vous permet d'une façon de savoir quelle est la typologie de la pathologie d'un patient, puisqu'on peut choisir par exemple, je ne sais pas, suivi de grossesse, deuxième consultation, voilà, il y a un certain nombre de choses qui sont listées. Eh bien ces prestataires donc collectent des données de santé, donc ils sont soumis à toute cette réglementation, parce que c'est des données personnelles avec le nom, prénom, etc.
Il y a les hébergeurs de données de santé, bien sûr, et tous les prestataires, dits les prestataires de maintenance, qui interviennent dans le cadre du maintien en condition opérationnelle d'un système d'information, que ce soit concrètement au sein d'un établissement ou qui vient chez vous pour mettre à jour votre logiciel. Voilà. Donc tous ces prestataires, puisque par exemple si je prends le prestataire de maintenance, vous allez me dire oui mais il ne fait rien sur les données. Oui mais en fait il peut y avoir accès, puisque si dans le cadre de la maintenance du site, je ne sais pas, de rendez-vous, de votre propre site de rendez-vous en ligne, il va pouvoir voir le nom des gens. Et donc à ce titre-là, il est aussi concerné par toute cette réglementation. Alors, pourquoi je vous parle de processus? Parce qu'en fait, il faut avoir une vision un petit peu transverse de la réglementation. Et il faut bien sûr voir dans quel cas on a des données personnelles. Mais si je prends une entreprise, un laboratoire qui traite de données personnelles, eh bien, la mise en conformité au règlement européen intervient à tous les niveaux de l'entreprise. C'est-à-dire qu'elle va intervenir évidemment au traitement des données patients s'il y en a. Par exemple, je sais pas, la gestion administrative des patients dans le cadre d'un hôpital. Il y a aussi le processus qui permet la prise en ligne de rendez-vous, tous les actes de télémédecine, mais aussi la comptabilité de l'entreprise, puisque la comptabilité de l'entreprise, je vais avoir à un moment le nom de quelqu'un, et donc ce nom d'une personne, c'est une donnée personnelle. Ensuite, on a tout qui concerne la gestion RH. La gestion RH, donc là, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails, mais tous vos salariés, avec qui vous travaillez, vous élaborez un bulletin de paye, vous éditez le bulletin de paye, vous remboursez les notes de frais, tout ça, c'est des traitements de données personnelles qui doivent être inclus dans cette réglementation. Voilà, et la gestion des fournisseurs, où on a le nom, le prénom d'une personne, eh bien ça aussi, c'est un processus qui doit être pris en compte dans le respect de la réglementation. En plus du sujet particulier aujourd'hui des données de santé. Mais voilà, c'était pour vous donner un petit peu une vision globale. Alors, qu'est-ce qu'on doit changer en pratique? Alors, je vous ai... alors, c'est compliqué et simple à la fois. Je vous ai présenté, j'ai indiqué 7 thèmes. Voilà. Alors, il y a ce qu'on appelle le thème organisation de la filière, qui est le thème numéro 1. La comptabilité, je vais rentrer évidemment dans le détail après. Le droit des personnes, la sécurité des données, la conservation des données, le privacy by design et la notification en cas de violation de données. Alors ça, c'est des thèmes que moi j'utilise quand je fais des audits ou des plans de mise en conformité. C'est un référentiel sur lequel je me base pour vérifier que l'entreprise, la solution est conforme à la réglementation. Donc ces 7 thèmes recouvrent l'ensemble des sujets qui sont intégrés dans le règlement européen. J'aurais pu vous faire une présentation où je mets juste les textes, mais c'est quand même une matière qui n'est pas forcément très facile à appréhender. Donc j'ai fait le choix, en tout cas, de vous présenter les thèmes que j'utilise en pratique pour vérifier ma conformité et qui permettent de balayer l'ensemble des sujets réglementaires. Alors pourquoi je commence par la filière DPO? Parce qu'en fait, dans une entreprise, dans un établissement, eh bien, on va avoir un sujet sur les DPO. Le DPO, c'est quoi? C'est le correspondant données personnelles qui, au sein d'un organisme, va permettre de piloter tous les sujets liés aux données personnelles. Alors, ce n'est pas toujours obligatoire, puisqu'en fait, les textes disent qu'il faut un certain nombre de salariés, etc. Il y a aussi un autre élément à prendre en compte, c'est quand on fait du traitement de données sensibles, eh bien, ça doit être une alerte dans l'organisme qui doit se dire « Ah bah oui, mais peut-être que je dois quand même en désigner un, parce que je brasse des données dites sensibles, y compris sensibles lorsque je traite de données patients, puisque c'est des personnes qui viennent pour une prestation de soins et qui n'ont pas forcément délibérément consenti finalement à un traitement sur leurs données personnelles. Ils viennent chercher un service et donc il y a eu un certain nombre de critères à prendre en compte. Le premier critère en ce qui concerne les données de santé, c'est lorsque la structure traite des données personnelles à grande échelle, des données personnelles de santé à grande échelle. Grande échelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'êtes pas
tout seul à traiter vos données personnelles. C'est-à-dire qu'on y a un énorme... là encore, vous pouvez aller voir, si vous voulez, la ligne directrice sur les DPO qui explique ce que c'est à grande échelle. Ils vous diront jamais, si vous avez 2 données personnelles, il est évident que vous n'êtes pas sur un traitement à grande échelle. Si vous commencez à avoir 1000 patients, oui, vous êtes sur un traitement à grande échelle. Il faut prendre en compte plusieurs paramètres, mais de toute façon, la CNIL considère qu'il est recommandé d'avoir une personne qui est le point de contact dans l'entreprise et qui prend en compte le sujet de données personnelles. Donc même si à la limite ce n'est pas obligatoire, eh bien, je pense qu'il faut, quand on est dans un organisme qui a plusieurs salariés qui traitent des données personnelles, que ce soit une start-up, et d'autant plus si c'est une start-up qui brasse pas mal de données dans le cadre qui fait des analyses de risques, etc., qui inclut des données personnelles de santé, eh bien je pense que ces personnes-là doivent avoir en fait un référent qui suit un petit peu l'actualité sur ce sujet-là. En revanche, il a été vraiment précisé qu'un médecin à titre individuel qui a sa clientèle patient n'a pas besoin de désigner un DPO, étant précisé que de toute façon il serait tout seul. Donc il n'y a pas vraiment de sujet là-dessus. Mais en tout cas, vous avez dans ces lignes directrices des cas qui donnent des exemples de cas où vous êtes concerné, vous n'êtes pas concerné, même si, comme je vous l'ai dit, la recommandation, c'est mieux d'en avoir un. Évidemment, quand on est un organisme qui permet d'avoir une personne qui peut suivre un petit peu ce sujet-là. Alors, l'autre élément à prendre en compte, c'est que ça peut être en interne ou en externe. Alors souvent, dans les entreprises dans lesquelles je travaille, le DPO a souvent 2 casquettes, parce qu'en fait, le recrutement d'un DPO, ça nécessite éventuellement un budget, et en plus, ça nécessite d'avoir du temps. Et dans toutes les phases de mise en conformité, pour l'instant, on a encore du mal à identifier qui peut faire quoi. Donc en fait, on a une personne qui, pour l'instant, a 2 casquettes, c'est-à-dire qu'elle va se désigner DPO jusqu'à ce que la mise en conformité soit faite, et ensuite, ça sera une autre personne qui va faire le DPO au quotidien, suivre le registre, etc. Alors, donc il peut être en interne, c'est-à-dire dans l'entreprise, et il peut être aussi en externe. C'est-à-dire que ça peut être, vous pouvez faire appel à un cabinet de conseil, à un cabinet d'avocats, ou il y a des sociétés maintenant spécialisées. En tout cas, en ce qui me concerne, moi, je ne fais pas cette mission, et je ne le recommande pas à mes clients, parce que c'est prendre un risque que le savoir soit à l'extérieur et que l'entreprise ne prenne pas en compte le sujet données personnelles. En fait, il y a dans toute la réglementation sur les données personnelles, il faut sensibiliser, transmettre des messages, que tout le monde ait des déclics sur le sujet données personnelles. Et si la personne vient comme ça de temps en temps faire le boulot du DPO, eh bien l'entreprise va peut-être pas s'intéresser au sujet. Et si on n'est pas à l'intérieur pour savoir ce qui se passe, on ne sait pas ce qui se passe dans le bureau d'à côté. Et à mon sens, il y a un risque qu'un certain nombre de projets de développement informatique se fassent sans le DPO, et puis on passe à côté. Voilà. Un DPO, quand on est d'une grande organisation, on va avoir un problème, puisqu'il ne peut pas tout savoir de tout ce qui se passe à l'intérieur des services. Donc il peut avoir des relais d'information, des correspondants, enfin on appelle ça comme on veut, mais en tout cas c'est des personnes dédiées dans différents types de services qui permettent de lui remonter les informations. Voilà, moi j'ai vu qu'en RH, on va changer de logiciel qui permet de gérer toute la gestion de la paye. Eh bien, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que, à ton avis, il faut leur demander s'ils sont en conformité? Donc il faut avoir des relais dans les différents processus que je vous ai présentés avant. Ça peut être dans les différents processus, mais ça peut être à d'autres niveaux. Ça peut être à niveau des filiales, ça peut être dans un GHT, ça peut être au sein des différentes entités, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui se fait. Donc, il faut vraiment, en tout cas, s'il y a un DPO qui peut être mutualisé pour plusieurs entreprises, eh ben, c'est important qu'il ait des relais, parce qu'il ne saura jamais ce qui se passe sinon. Voilà. Et ensuite, cette organisation, ce DPO, il faut qu'il soit capable de sensibiliser et de vérifier tous les points que j'ai mis après. C'est pour ça que je l'ai mis en premier,
parce qu'il faut qu'il ait une vision globale de tout ce qu'il doit faire dans l'entreprise, et il a vraiment un rôle de sensibilisation auprès des salariés et des personnes qui vont accéder aux données personnelles. Alors, la comptability, c'est... Pardon. Simplement une précision sur le DPO. Ce que j'ai compris aussi, c'est qu'il devait être rattaché à un niveau qui effectivement lui permettait d'avoir ce type d'action, d'une part, et avoir un statut qui lui permette d'éviter d'avoir des conflits d'intérêts. C'est juste. Alors sur la notion de conflit d'intérêts, évidemment, ils ont indiqué que ça ne pouvait pas être le DG, ça ne pouvait pas être le DSI. Alors, dans des entreprises, moi j'ai des RSSI, j'ai des directions juridiques qui, pour l'instant, ont la casquette de DPO. Et à mon sens, tous les cas où il va y avoir un conflit d'intérêts, il faut faire intervenir un externe. Parce que ça enlève le sujet conflit d'intérêts. C'est-à-dire que... C'est ça. C'est ça. Voilà, donc je prends l'exemple, alors c'est pas forcément un bon exemple, mais disons que la direction juridique veut acheter un logiciel pour gérer ses contrats qui intègre des données personnelles. Donc normalement, il doit aller voir le DPO pour savoir qu'est-ce qu'il doit faire. Et donc comme c'est lui, c'est la même personne, donc il faut mieux qu'il fasse appel à une personne extérieure, un conseil, pour prendre une décision. Comme ça lui enlève le sujet conflit d'intérêt. Voilà, c'est une solution comme une autre. Hein. Voilà. Mais il y a un sujet sur, bien sûr, les conflits d'intérêts. Vous avez dans cette fameuse directive, ligne directrice DPO, une explication des cas de conflits d'intérêts avec un certain nombre d'exemples. Voilà. Alors la comptability, c'est quoi? C'est une obligation, puisqu'en fait, il y a eu le règlement européen, finalement, il demande à tous les organismes d'être responsables de ces traitements. Il n'y a plus tout ce qui est formalité CNIL, c'est-à-dire qu'avant on disait à la CNIL oui, j'ai vérifié, je suis conforme ou je demande une autorisation. Et donc en fait c'est remplacé par ce registre, parce qu'en fait on demande à tous les organismes d'être responsables de ces traitements. Il y a une modification du paradigme qui est de dire je suis responsable de ce que je fais. Et comment je fais? Eh bien, je dois tenir à jour une documentation. Et dans cette documentation, il y a à peu près tout ce qu'il faut, tout ce qui est listé ici. Donc, tenir à jour un registre. Alors, le registre, c'est quoi? On entend beaucoup parler. Ce que je vous conseille, c'est que vous allez sur le site de la CNIL. Vous avez un modèle qui est mis à disposition, que tout le monde utilise. Et vous pouvez vous baser sur ce modèle-là, y compris que vous avez un modèle pré-rempli de la CNIL pour les professionnels de santé et qui permet de savoir un petit peu comment on doit inclure tous les traitements de données. Vous devez lister les traitements de données et indiquer pour chacun d'eux combien de temps vous conservez les données, combien de temps, quel type de données vous collectez, est-ce que vous connaissez des données sensibles, quelles mesures de sécurité vous avez mises en œuvre. Donc voilà, il y a toute une liste à remplir. Je trouve que le modèle de la CNIL est relativement bien fait. Vous avez un modèle simplifié pour les petites et moyennes entreprises, mais qu'on utilise aussi pour les grands groupes et qui permettent finalement de comprendre comment le renseigner et de le tenir à jour. Ça veut dire quoi, le tenir à jour? C'est par exemple, vous achetez une nouvelle solution qui fait un traitement que vous n'aviez pas, eh bien vous devez l'intégrer dans votre registre. Et donc dans ce registre, vous allez avoir tout ce qui concerne le traitement des données de santé, la gestion administrative du patient, la gestion des rendez-vous, la mise en place d'un dispositif médical par exemple, mais vous avez aussi à remplir la gestion des salariés, la gestion des fournisseurs, tous les processus que je vous ai listés au début. Voilà. Donc et c'est ce document que la CNIL va venir voir ou va demander quand elle va faire un contrôle. Voilà. Ensuite, vous avez un autre élément à prendre en compte qui est de la documentation. C'est intégrer les clauses RGPD, donc vous en avez sûrement entendu parler. C'est des clauses contractuelles donc, qui permettent de mettre à jour les contrats qu'on signe avec les différents prestataires, mais aussi avec vos salariés et vos patients. Donc en fait, on a dans ces contrats, on a tous les contrats qu'on n'a pas encore signés et auquel cas on peut remplir les clauses. Et si on a des contrats déjà signés et qui sont en cours, eh bien, il faut les mettre à jour. Alors on peut les mettre à jour sous forme d'avenant.
Alors vous allez me dire, oui, mais moi j'ai 78 fournisseurs, comment je fais pour, tous les mettre à jour? Donc en fait, il y a plusieurs solutions dans l'entreprise qu'on peut mettre en place. Il y a une solution qui consiste à élaborer une charte à l'intérieur de l'entreprise, une charte données personnelles qui fixe un certain nombre de règles qui doivent être respectées par les prestataires qui ont accès aux données personnelles ou qui vous réalisent un certain nombre de prestations. Et donc cette charte, vous pouvez la soumettre à votre prestataire en disant, ben voilà, moi, en sachant qu'il faut quand même savoir que toutes les clauses ou les chartes qu'on peut élaborer sont élaborées sur la base de ce que propose la CNIL. Donc il n'y a pas de loup, j'ai envie de dire, c'est les règles que les prestataires doivent respecter quand ils traitent pour vous des données personnelles. Et on peut les faire signer sans faire 25 000 avenants. Donc, par contre, malheureusement, si vous avez 75 fournisseurs, il faut sélectionner dans un premier temps ceux qui vous paraissent à risque pour les faire adhérer à votre charte RGPD, par exemple. Vous avez, si besoin, une charte qui a été élaborée, qui est disponible en ligne, qui est une charte de confiance pour la prise de rendez-vous en ligne et qui en fait fixe un certain nombre de règles. Et donc le client et le prestataire signent cette charte et se mettent d'accord pour traiter les données personnelles de manière conforme à la réglementation. Et en fait, après, il faut que vous collectiez ces documents, que ce soit le registre, tous les documents contractuels, et que vous les mettiez à un endroit pour prouver, vous démontrer que vous avez que vous avez géré le sujet données personnelles. Il faut, je ne sais pas, dans une GED ou dans un dossier partagé, que vous mettiez à un endroit tous les documents, tous les avenants que vous faites signer, tous les nouveaux contrats de travail que vous allez faire signer, où il y a la fameuse clause RGPD par exemple. Et bien, tout ça, il faut les mettre à un endroit pour démontrer qu'on a bien mis en place la réglementation. Voilà, il faut aussi, si besoin, réfléchir à la mise en place d'une analyse d'impact. Alors les analyses d'impact sont quand même assez concernées, le sujet des données de santé. Normalement, la CNIL doit élaborer une liste des traitements qui sont soumis à analyse d'impact et ceux qui ne le sont pas. Mais bon, on peut imaginer quand même que tout ce qui est acte de télémédecine rentre dans l'analyse d'impact. Alors l'analyse d'impact, c'est quoi? C'est un traitement qui a un risque particulier pour la liberté des personnes. Et donc en fait, la réglementation européenne considère que de ce fait, il faut faire une analyse pour identifier les risques qu'il y a s'il y a une violation de données et quelles mesures spécifiques on a mis en œuvre par rapport à ce traitement de données sensibles. Voilà, et enfin, de ce dossier réglementaire, il faut éventuellement réaliser des formalités CNIL. Comme je vous le disais au départ, certains types de données de santé nécessitent encore de faire soit un engagement de conformité, soit une demande d'autorisation. Donc vous avez dans l'article, à partir de l'article 53 de la loi informatique et liberté, une liste des traitements qui soit sont conformes à un référentiel, étant précisé que la liste des référentiels n'a pas été encore publiée, mais soit vous êtes conforme à un référentiel, auquel cas il n'y a pas de sujet, soit vous intervenez, toutes les méthodologies de référence 1, 2 et 3 restent applicables, donc ça veut dire qu'il faut quand même faire un engagement de conformité si vous êtes dans le cadre d'un traitement de données, dans le cadre de la recherche. Et ensuite, pour les cas, un certain nombre de cas, qui est par exemple les traitements par la CNAM des données patients, eh bien, eux ne sont pas soumis à la déclaration CNIL ou demande d'autorisation. Mais si vous avez un traitement très spécifique, eh bien, le régime ancien reste applicable. Voilà. Alors ensuite, on a le sujet du droit des personnes. Alors le sujet... Juste sur le chapitre précédent, il m'a semblé aussi qu'il y avait un point important qui ressortait, qui était la notion de droit d'en connaître. C'est-à-dire que pour les personnels internes, ont-ils le droit ou pas de connaître l'information? Par rapport au traitement? Oui, par rapport au traitement, ou simplement par rapport à... ont-ils, dans leur définition de fonction, la mission qui leur permettrait d'accéder à telle ou telle type d'information? Alors oui, alors ça, je dirais... Là c'est un point vachement important parce qu'en fait, c'est un point de la vie de tous les jours. Oui, bien sûr. Dans les organisations, visuellement, on pose assez, sauf celles qui sont
vraiment soumises à secret défense ou des choses comme ça, on pose assez peu souvent la question du droit d'en connaître. Oui, c'est ça. Alors, moi, disons que je le traite dans le cadre de la sécurité, c'est-à-dire déterminer qui a accès et gérer les habilitations en fonction des différents... Pour revenir quand même sur... je ne vous ai pas dit, mais sur le DPO, si besoin, vous avez besoin d'une fiche DPO avec la mission, etc. J'en ai à votre disposition, mais c'est aussi disponible sur Internet qui permet de voir c'est quoi ces missions et éventuellement, il y a des documents qui permettent il y a une charte déontologie DPO qui permet à l'entreprise de comprendre quel est le rôle du DPO et la liste des besoins qu'il peut avoir dans le cadre de sa mission. Alors, sur le droit des personnes, il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect information. Vous avez tous reçu des emails, mise à jour RGPD, voilà, un certain nombre de... Je pense qu'on a été abreuvé d'emails, hein, c'est un euphémisme. Donc en fait, tous ces emails ont été adressés, principalement dans le droit des relations avec des consommateurs. Ça a été adressé parce qu'en fait, les lignes directrices du G29 sur le sujet de la transparence disent que quand on modifie un élément très important dans le cadre d'un traitement de données personnelles, donc si on modifie une finalité, si on modifie l'identité du responsable du traitement, eh bien on doit informer les personnes de cette modification. Sauf qu'en fait, personne n'avait rien, il n'y avait pas eu d'information de départ. Donc c'est pour ça que tous ces emails ont été envoyés, c'est parce qu'en fait, ils ont modifié un certain nombre de choses, ou en tout cas, ils ont listé le type de traitement de données qu'ils faisaient avec vos données, par exemple dans le cadre d'une commande en ligne, et ils ont donc été obligés de vous informer. C'est dans le cadre d'une obligation qui a été fixée dans les lignes directrices. Donc il faut informer les personnes de ce qu'on fait avec leur traitement. Ça vaut pour les patients, pour les prestataires, pour les salariés. Et cette information, elle se fait comment? Eh bien, il y a une liste de données. C'est un petit peu... j'ai mis une mention d'information juste après. Il y a une liste de données, d'informations, qu'il faut transmettre à la personne. Alors... vous allez me dire oui, mais alors il y a à peu près 12 choses à dire. Qui est responsable de traitement? Est-ce que vous avez un DPO? Quelles sont les finalités du traitement? Alors les finalités du traitement, c'est je gère vos données personnelles pour faire de la prospection commerciale, pour gérer administrativement votre dossier, pour faire votre commande en ligne, pour gérer vos droits d'accès. Voilà, il y a un certain nombre de listes un petit peu longues. Il faut dire aux personnes si les questions qu'on leur pose sont obligatoires, pas obligatoires. Enfin, il y a une liste qui est assez longue. Donc, souvent, mes clients ils me disent « Oui, mais alors attendez, si je prends la... » Donc, je vous ai mis un exemple de mention comme ça. Bon, elle n'est pas complétée. Vous avez vu, il y a des croix. Donc, cette mention peut finalement être assez longue. Et finalement être difficile à être compréhensible par une personne normale. Et donc, si c'est pour la mettre en caractère 2, on ne remplit pas les obligations du règlement qui est de dire, voilà, toutes les mentions doivent être affichées de manière claire, compréhensible, y compris si c'est un mineur, où il faut adapter le texte. Alors, il y a sur Netflix, là j'ai vu sur... un bandeau d'information quand il y avait un dessin animé qui passait. Il y avait un bandeau d'information avec écrit « Attention, on fait un traitement de vos données personnelles ». Bon, je ne sais pas comment l'enfant peut comprendre, mais enfin bon, en tout cas, peut-être je vais faire une formation junior. En tout cas, bon, normalement, il faut adapter le discours si le traitement vise des données de mineurs. Bon, les mentions d'information peuvent être très longues. Et normalement, l'obligation, quand vous les collectez, ça peut être sur le formulaire d'inscription, de renseignement à l'hôpital. Il faut que cette mention soit présente. Et compte tenu du fait qu'il faut quand même que ça reste clair, le G29 admet que l'information puisse être transmise par couches successives. C'est-à-dire qu'ils ont indiqué qu'il y avait 3 types d'informations qui doivent absolument être transmises dès la collecte. Donc, c'est-à-dire l'identité du responsable du traitement, les finalités, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait avec vos données, et enfin, où exercer et comment exercer ces droits d'accès ou de modification aux données. Et donc ça, ces 3 informations principales doivent être
transmises lors de la collecte des données. Et le reste peut être transmis ultérieurement, par exemple en transmettant un lien qui permet d'accéder à une politique de données personnelles. C'est pour ça que sur Internet, il y a beaucoup de politiques données personnelles, étant précisé que tout ce qui concerne les données personnelles ne peut pas être intégré dans les conditions générales d'utilisation, de vente ou autre. Donc il faut vraiment un document à part qui puisse être accessible à n'importe quel endroit, que ce soit du site, si vous avez une solution e-santé en ligne. Voilà, je vais revenir sur la page d'avant. Ensuite, on a le consentement. Alors sur les données de santé, le consentement, c'est une chose essentielle et c'est vraiment un élément à prendre en compte et qui va vraisemblablement être suivi assez de près par la CNIL. Tout ce qui concerne les traitements de données de santé en ligne, que ce soit une plateforme qui permet de faire un certain nombre de choses, voilà, de vous collecter votre IMC, il faut à un moment que vous collectiez spécifiquement le consentement de la personne pour le traitement de ces données de santé. Voilà, il faut une case à cocher à part et il ne faut pas l'intégrer dans les conditions générales de vente si vous avez une solution en ligne, parce que la CNIL considère que ce n'est pas respecter le consentement spécifique de la personne au traitement de ces données. Alors, il est évident que quand vous en êtes dans un établissement et que la personne vient pour une acte de prestation de soins, on ne lui demande pas son traitement. Il n'y a pas besoin d'un consentement spécifique, parce qu'on rentre dans une des exceptions de la réglementation. Et si vous n'avez pas aujourd'hui de consentement clair, enfin en tout cas vous n'avez pas de base, ce qu'on appelle de base opt-in, eh bien il faut le refaire. Voilà. Voilà, et normalement on ne peut pas faire de traitement sur la base de consentement non collecté correctement. Voilà. Et ça vaut, ce que j'ai mis, ça vaut évidemment pour les applications dites de bien-être. Voilà. Si elles collectent un certain nombre de données qui permettent, je le redis, d'avoir des informations sur l'état de santé d'une personne. Alors il y a un autre élément à prendre en compte, ce qu'on appelle le droit des personnes. C'est cette fameuse phrase qui dit « Conformément à la loi informatique et liberté, vous disposez d'un droit d'accès ». Alors la liste est longue maintenant, parce qu'il y a le droit d'accès, droit de rectification, droit d'opposition, droit de limitation, droit de portabilité et droit de décider de donner des directives pour le traitement de ces données après son décès. Donc la liste commence à être très longue, mais alors ce qui concerne les directives post-mortem, c'est une spécialité française qui n'est pas dans le règlement européen. Donc voilà, c'est une réglementation qui est dans la loi informatique et liberté et qui permet à une personne de donner à un notaire la possibilité de dire qu'est-ce qu'elle veut faire avec ses données personnelles après son décès. Voilà. Donc tous ces droits, eh bien, il faut que la personne puisse les exercer auprès il faut qu'il y ait la procédure en fait, qui soit mise en place dans l'entreprise pour savoir comment on fait pour mettre en œuvre effectivement ce droit d'accès. Alors le droit d'accès, c'est différent du reste. Le droit d'accès, ça veut dire quoi? Ça veut dire je veux avoir un droit de regard sur les traitements que vous faites avec mes données personnelles. C'est très large. Ça veut dire que dans une entreprise, il faut avoir réfléchi un petit peu à l'avance à qu'est-ce que je transmets, où est-ce que je vais chercher les informations sur une personne. Alors, si c'est un salarié qui demande, parce qu'il a le droit d'avoir accès à ses données personnelles, il faut réfléchir quelles sont toutes les applications dans lesquelles il faut que j'extrais les données personnelles pour lui transmettre. Voilà. Étant précisé que certains types de données peuvent ne pas lui être transmises, mais globalement, si je prends l'exemple par exemple si je fais des évaluations individuelles pour permettre d'augmenter éventuellement sa rémunération, eh bien dans certains cas, je dois lui transmettre ces informations. Même si généralement une personne qui demande le droit d'accès, c'est une personne qui n'est pas forcément contente. Hein. C'est généralement quelqu'un qui a envie parce que c'est une procédure qui est complexe à mettre en œuvre dans une entreprise et il faut réfléchir avant, parce que quand vous avez 30 personnes qui demandent le droit d'accès, eh bien c'est compliqué à gérer, étant précisé que vous n'avez qu'un mois pour répondre à cette demande de droit d'accès. Alors en ce qui concerne le dossier médical, c'est un peu particulier puisqu'on a un délai beaucoup plus court de 8 jours. Mais si c'est le reste, c'est un mois et c'est court.
Un mois, parce que le temps qu'on transmette à la bonne personne, qui elle-même transmette à une autre personne, parce qu'elle ne veut pas s'en occuper. Donc, du coup, on peut être dans le hors délai. Et je pense qu'il y a actuellement des associations de consommateurs qui ont lancé des demandes de droit d'accès pour mettre un petit peu en difficulté certaines entreprises. Je n'en doute pas. Voilà. On voit, il y a des similitudes chez certains clients. Donc, bien sûr, bien sûr. Alors, sur les emails, c'est un sujet un petit peu à part, puisqu'en fait, on a, en ce qui concerne les emails, par principe, c'est les emails dans le cadre d'une entreprise. C'est-à-dire, vous avez votre nom, Dupuis, le nom de l'entreprise.com, c'est par principe des données qui appartiennent à l'entreprise. C'est des emails dits professionnels. Et si, en revanche, et c'est pour ça que c'est mieux d'avoir une charte informatique à l'intérieur de l'entreprise, on explique bien que quand il y a écrit dans l'objet personnel et confidentiel, eh bien, l'employeur ne peut pas y avoir accès. Et donc, il n'a pas à transmettre ce type de données. Mais quand on parle de droit d'accès, c'est tous les traitements qui sont gérés par l'entreprise, dans lesquels il y a des données personnelles. Donc, en ce qui concerne un salarié, vous allez avoir tout ce qui concerne sa rémunération, tout ce qui concerne... il faut vraiment réfléchir par processus. Et sauf, par exemple, si vous avez le recrutement, par exemple, si vous n'avez pas d'outils particuliers pour le recrutement, que vous faites tous les enregistrements de CV, vous recevez les CV, etc., vous ne le gérez que par une boîte email, eh bien, il faudra, si un candidat demande l'accès à ces données, eh bien, il faudra lui transmettre ce qui est à l'intérieur de votre boîte email. Mais on ne lui transmet pas tout. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que ce qui le concerne. Oui, oui, c'est ça. C'est ça. En sachant que normalement, il faut respecter... faut avoir on peut pas dire un certain nombre de choses. Puisqu'en fait, c'est intégré dans un système et donc c'est un traitement de données et donc on ne peut pas avoir... il faut ce qu'ils appellent à la CNIL des zones de commentaires qui doivent être modérées pour éviter l'utilisation de termes discriminants, injurieux, etc. Alors, vous, par exemple, vous avez fait ce qu'on appelle une collecte indirecte. Donc, la collecte indirecte, alors, il faut différencier le cadre professionnel du cadre, disons, des personnes consommateurs. En fait, dans le cadre professionnel, quand on a... Donc, moi, j'ai mis mon nom, mon prénom. Et donc, disons que j'ai accepté d'une certaine manière que mes données personnelles soient traitées pour être présentées sur le site internet et éventuellement que ça puisse être utilisé ultérieurement. Mais si vous faites une collecte indirecte et que vous traitez normalement mes données après, eh bien, je dois recevoir une information comme quoi mes données ont été collectées et traitées, enfin en tout cas collectées indirectement et que vous faites un traitement de données. Voilà, c'est ça. Oui. Voilà, exactement. Et normalement, quand je me suis inscrite, eh bien, je dois recevoir une mention en disant, dans le cadre de l'e-santé. Oui, non, alors c'est dans la mesure du raisonnable. Il faut quand même, c'est dans la mesure de ce qui est possible de faire. Voilà. Alors on peut avoir une définition. Oui, mais c'est toute la réglementation. Il faut que ça soit un peu compliqué, sinon, voilà. Sinon, on ne sert plus à rien, vous voyez. Voilà. Voilà. C'est ça. Voilà, c'est ça. Bien sûr. D'accord. Est-ce que sur le droit à conservation, je peux vous proposer de le traiter juste en même temps que voilà, le sujet sur la conservation?
Alors, sur l'hôpital, quand même, il y a, on a quand même une liste des types de traitements qui sont faits. Vous utilisez nécessairement un système d'information. Bien sûr. Bien sûr. Alors, si on suit le guide de recommandation CNIL qui a été, élaboré avec le CNOM, eh bien, il est fortement déconseillé d'utiliser des téléphones portables personnels, mais si on l'utilise quand même, il faut un mot de passe suffisamment important pour... Après, c'est votre responsabilité. Je veux dire, parce que c'est vous qui êtes responsable de traitement après. C'est plus l'établissement. C'est vous qui êtes responsable de traitement. Mais bien sûr. Bien sûr. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas passer un coup de fil. Hein. C'est pas interdit de téléphoner. Hein. Comment ? Parce que vos conversations ne sont pas nécessairement enregistrées. Ça va être du direct. Voilà. Mais il y aura toujours des cas où c'est limite. Hein. Je veux dire, il faut quand même être lucide. Après, il faut, je pense, quand même avoir un bon cadre, enfin en tout cas une mise en conformité qui soit, dans la mesure du possible, protégée pour les données de santé des patients. Parce que malgré tout, si vous avez des laboratoires qui travaillent chez vous, eh bien, il n'y a pas de raison qu'ils aient accès à tout. Puisque il faut quand même encadrer leur utilisation, y compris pour les prestataires, parce qu'en fait, vous avez maintenant, les établissements, une obligation de notification en cas de faille de sécurité, sur lequel il y a eu quand même pas mal de retours importants. Donc, oui. Oui. Alors, si vous parlez de dossier patient, je ne sais pas quel type de dossier vous parlez, mais il faut vraiment réfléchir par... si vous dites registre, en fait, c'est un traitement, j'imagine, de données. En fait, il faut voir si vous êtes encore dans la durée recommandée, ou en tout cas, durée légale qui vous permet de conserver ce type de traitement. Et si vous êtes au-delà, eh bien, il faut le supprimer ou l'archiver. Tout dépend si vous y avez encore besoin pour X raisons. Tout peut se justifier, si vous voulez. Si vous êtes capable de justifier que vous conservez un traitement 30 ans parce que c'est des maladies très spécifiques et que ça permet de prévenir de prévenir des récidives, etc., et que vous conservez donc très longtemps les données, eh bien, c'est justifié. Il faut être capable de l'expliquer. On peut dépasser les durées recommandées par la CNIL et des durées légales si on est capable de l'expliquer. Voilà. C'est une réglementation qui est très anglo-saxonne, c'est-à-dire que quand on est dans l'accountability, on est vraiment dans une notion de responsabilité raisonnée. Oui. Ça donne, on a des guidelines, on a des choses, et puis quand on sait expliquer, c'est la condition d'expliquer. Voilà, donc sur la procédure de gestion des droits des personnes, si je reviens à ce sujet-là, il faut vraiment rédiger une procédure, enfin en tout cas réfléchir dans un organisme, comment on fait si j'ai 30 personnes qui me demandent d'accéder à mes données personnelles. Il faut pouvoir le gérer. La deuxième chose, c'est qu'il faut gérer aussi, il faut tracer les demandes de droit d'accès. Ça, on oublie toujours de le faire, mais en tout cas, c'est un traitement à part, qui est de gérer toutes les personnes qui ont demandé d'accéder ou de rectifier à leurs données personnelles. Et parce que, en fait, si on ne le fait pas, compte tenu du fait que le refus d'une demande de droit d'accès, eh bien, est sanctionné pénalement.
Donc en fait, il faut conserver la trace que oui, j'ai répondu, ou alors j'ai demandé une pièce d'identité, parce que souvent pour le droit d'accès, on demande une pièce d'identité quand c'est nécessaire, et puis parce que pour éviter les abus quelque part, eh bien il faut être capable de les conserver dans un traitement à part pour démontrer que la personne, soit finalement elle n'a jamais répondu à notre demande de précision, merci de vous adresser une pièce d'identité, elle n'a jamais répondu, ou alors on y a répondu. Voilà. Ensuite, on a ce qu'on appelle toute la partie sécurité. C'est une des parties les plus importantes dans le règlement européen et dans toute la mise en pratique. C'est la la nécessité d'assurer la sécurité d'un traitement de données. Plus il est sensible, plus il faut que j'ai un niveau de sécurité élevé. Donc en ce qui concerne, en pratique, il va y avoir évidemment le recours à un hébergeur de données de santé certifié. Avec la nouvelle réglementation, on parle de certifié et plus de agréé, mais enfin bon, dans les faits, ça ne change pas grand-chose. Étant précisé que si vous avez un agréé aujourd'hui, son agrément vaut toujours jusqu'à la fin de l'échéance de son agrément, et qu'ensuite il devra suivre la procédure dite de certification. Il faut évidemment des dispositifs d'authentification forts. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez un logiciel qui permet d'accéder aux patients et que chaque professionnel accède à ce logiciel, il faut des comptes uniques. Il ne faut pas qu'il y ait une personne, je ne sais pas, tout le service de radiologie qui partage le même compte, le même compte en fait. Voilà. Et ça, c'est quand on fait. Moi, j'interviens dans des entreprises, c'est souvent le cas. On a des situations à risque, qui est ce qu'on appelle le shadow IT, donc c'est-à-dire c'est toutes les pratiques et les usages à l'intérieur de l'entreprise, et on s'aperçoit que c'est complètement, c'est-à-dire personne n'est au courant, et c'est des pratiques qui mettent en danger les données personnelles. Donc par exemple, en fait, il va dire, typiquement mes fournisseurs, eh bien, ils ont accès à l'ensemble. Si je prends une pharmacie, donc une pharmacie par exemple, elle fait de la livraison de médicaments, par exemple, eh bien, elle transmet une liste sur un compte Gmail, et en fait tous les transporteurs ont accès à ces listes Gmail, et donc finalement tout le monde partage le même compte, et toute la liste des données est donc accessible par un certain nombre de personnes sans qu'il soit possible de tracer qui a accédé et qui a touché au fichier. Voilà. Donc il faut un dispositif d'authentification fort, mot de passe, compte unique, alors carte CPS dans la mesure du possible, parce que je sais que un certain nombre de solutions le proposent pas. Donc si l'utilisation de la carte CPS n'est pas possible, eh bien, on peut mettre en place d'autres outils. Il faut évidemment utiliser une messagerie sécurisée. Bon, ça, je vous apprends rien là-dessus. Et si vous ne pouvez pas le faire, dans la mesure du possible, il faut chiffrer les pièces jointes. C'est-à-dire, il faut des mots de passe, éviter d'envoyer le mot de passe en même temps que le mail. Il faut normalement l'envoyer dans un autre mail. Voilà. Et ensuite, tout ce qui est utilisation téléphone portable, tablette, etc. est à éviter. Alors, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est la CNIL. Hein. Et donc, si vous l'utilisez quand même, eh bien, il faut suivre les recommandations sur l'utilisation des mots de passe pour éviter que si vous perdez votre téléphone portable, eh bien, une personne puisse accéder à toutes les données patients. Voilà, ce qu'on peut aussi dire sur la sécurité, c'est mettre en place différents niveaux d'habilitation. L'habilitation, c'est quoi? C'est savoir qui peut accéder à l'ensemble ou une partie des données personnelles. Si vous avez par exemple votre prestataire de maintenance qui a accès au système d'information, eh bien peut-être qu'il n'est pas obligé d'avoir accès au traitement qui permet de gérer les données personnelles de vos salariés pour la gestion de la paye, par exemple. Donc il faut déterminer qui peut accéder à quoi et limiter l'accès en fonction c'est des profils en fait. Vous avez un profil administrateur, un profil comptable, un profil qui permet de limiter l'accès aux différentes données personnelles. Il faut un dispositif qui permet de gérer les traces, les incidents pour identifier les accès frauduleux et les utilisations abusives des données. Vous avez évidemment la sécurité des postes de travail, des sites, des maintenances. Il faut limiter, quand vous avez un logiciel, il faut autant que possible
limiter les extractions. C'est-à-dire quand moi je fais des interventions, des analyses, il y a énormément de logiciels qui permettent d'extraire tous les données. Donc en fait, c'est bien simple. On a, hop, il se retrouve avec une clé USB avec l'ensemble des données patients sur une clé USB. Il a juste fait extraction et puis voilà, hop, il le met dans la poche et il va dans le métro et il perd les données. Voilà. Donc typiquement, ça c'est des comportements à risque. Et pourquoi je repense à mon DPO. Et donc le DPO, il doit, dans le cadre de des actions de sensibilisation, lister un petit peu toutes les pratiques à risque qui sont faciles à limiter. Voilà, pour limiter. C'est toujours désagréable de se retrouver avec ces données de santé sur Internet. Voilà. Ensuite, donc, ce que je vous avais dit tout à l'heure, c'est évidemment suivre les exigences du décret sur la sécurité des réseaux des opérateurs de services essentiels. Sont concernés les établissements de soins et les prestataires de soins qui interviennent dans les activités de prévention et de diagnostic. Et évidemment, signaler les incidents. Je l'ai rajouté parce que, bon, même si c'est déjà applicable et que ce n'est pas forcément une nouveauté 2018, c'est obligatoire depuis le 1er octobre. Vous avez un site internet qui permet de signaler les incidents de sécurité. Et il y a déjà eu pas mal de signalements. J'ai plus le chiffre en tête, mais c'était plus d'une centaine de signalements déjà. Voilà. Alors, sur le sujet de la conservation des données. Donc, il faut que chacun des outils délimite une durée de conservation. Ça, c'est la règle essentielle, puisqu'en fait, le texte dit bien, vous ne pouvez pas... Alors, le texte, voilà, qui est facile à comprendre, on ne peut pas conserver les données au-delà d'une durée qui est nécessaire par rapport à la finalité du traitement. Alors, ça veut dire quoi? Si je prends... la plateforme qui organise la gestion des rendez-vous patients, il n'y a pas vraiment de raison de conserver ces éléments pendant 10 ans. D'accord ? Si la personne décide de supprimer son compte de la plateforme de gestion de rendez-vous, il est recommandé que cette plateforme supprime tout simplement les données. Il n'y a pas, il y a rien qui justifie d'un point de vue légal de conserver ces éléments. Si on est sur, évidemment, tout ce qui est dossier professionnel, dossier patient, il faut suivre les obligations légales, puisqu'on n'a pas tellement d'autres manières, et se calquer sur le délai qui est susceptible de mettre en jeu, le délai pendant lequel la responsabilité du professionnel peut être mise en jeu. On se base là-dessus. C'est-à-dire que comme un petit peu en matière de droit de la consommation, en droit de la consommation, on va avoir un certain nombre de sujets. J'ai acheté sur Internet, j'ai fait une commande. Et ben en fait, on va calquer la durée de conservation de ces traitements de données, donc le traitement de ma commande, sur le durée de prescription légale, le durée pendant lesquelles eh bien l'entreprise va pouvoir recevoir une réclamation et le fait que le consommateur conteste sa commande ou son remboursement. Voilà. Donc on se calque sur les règles de délai de prescription et en étant précisé que voilà, la CNIL, j'ai mis un petit peu les recommandations qui sont indiquées. Donc sur les feuilles de soins, elle préconise 3 mois, le double. Hein. Sur les dossiers professionnels, donc 20 ans à compter de la dernière date de la consultation. Donc là encore pour des questions de responsabilité. Et pour toutes les applications dites de bien-être, suppression après la suppression du compte. Alors, une fois qu'on a dit ça, en gros, il faut que pour chaque outil, on détermine quelles données sont inscrites à l'intérieur et fixer une durée de conservation par outil. Et par défaut, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au-delà de cette durée, eh bien, je dois supprimer ou archiver sur un support distinct si on est vraiment dans des... De toute façon, il n'y a pas assez de place. Hein. Faut quand même on se retrouve toujours sur un problème où j'ai plus de place. Donc, j'ai plus de place. Donc, ça, qu'est-ce que je fais? Eh bien, j'archive. Et donc, quand j'archive, eh bien, ça veut dire que le nombre de personnes qui peuvent y avoir accès est limité. Et donc, on considère que les données sont en quelque sorte protégées puisque tous les médecins ont plus accès aux différentes données du dossier. Non, j'ai une question. Sur le parti où vous parlez d'outils, c'est-à-dire
C'est un outil, un système d'information qui comprend des informations que je peux conserver typiquement pour 3 mois et d'autres que je peux conserver 10 ans. Est-ce que je peux me dire finalement, le plus grand c'est 10 ans, donc je garde plus 10 ans? Alors quand je dis outil, je dis application. Alors on a quand même des ERP des fois qui... Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Alors sur le sujet de l'ERP, c'est un peu spécifique, mais il faut mettre des systèmes de purge à certains endroits. Parce que ça ne va pas se justifier que vous conserviez le numéro de sécurité sociale du salarié ad vitam aeternam. Vous voyez, ça ne va pas se justifier. Ou le fait qu'il a eu un accident du travail, ça ne va pas se justifier non plus. Après, il faut voir en fonction du système. Parce qu'après, on peut adapter, on peut le justifier. Il faut voir comment c'est possible de traiter le sujet. En sachant que c'est toutes les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, c'est le sujet le plus difficile à mettre en œuvre. Parce qu'aujourd'hui, il y a très peu d'outils qui ont des mécanismes de purge automatiques. Éventuellement, ça arrive dans tout ce qui est l'encaissement. Mais c'est un sujet qui est plus difficile, plus long à mettre en place, et ça va nécessiter une mise en conformité qui peut prendre un peu de temps, parce que ça nécessite des développements complémentaires. Après, il y a des outils qui sont capables de faire des règles de purge de manière transverse sur différents outils, donc ça peut être aussi étudié. Ah bah bien sûr, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui, il faut prendre les deux en compte, hein. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ah, mais après, la majorité, si je parle de l'encaissement, c'est conservé, c'est archivé après, parce que l'administration fiscale peut venir vous chercher pendant 10 ans. Oui, non, il n'y a pas de sujet là-dessus, hein. Et il y a des types de données sur lesquels la règlementation est assez claire. Donc on peut facilement élaborer une liste. Par exemple, moi, ce que je fais, c'est que je fais une liste par typologie de traitement. Donc par exemple, tout ce qui est traitement accident du travail, eh bien, ça peut être conservé 5 ans après l'accident. Tout ce qui est, sauf si dans une entreprise, ce type d'accident est particulièrement suivi parce que c'est des installations techniques qui sont à risque, et donc le fait de savoir quelle typologie d'accident il y a eu, ça peut être intéressant. Donc il faut vraiment faire par type de traitement. Donc gestion de la paye, voilà, pour la paye, c'est facile aussi. Les bulletins de paye doivent être conservés 10 ans, sauf maintenant les bulletins numériques, donc c'est 50 ans, voire plus. Donc il y a des sujets sur lesquels c'est vraiment facile. Puis il y en a d'autres, il faut faire, c'est un peu du cas par cas en fonction des outils utilisés. Alors ensuite, sur le privacy by design, alors ça, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais c'est vraiment intégrer dans la conception de l'outil toutes les règles qui sont élaborées qui sont indiquées dans le règlement européen. Ça veut dire que quand je fabrique mon outil, il faut que je prévoie le principe de minimisation des données. Ça veut dire que je ne collecte pas plus de données que ce qui est nécessaire par rapport au traitement. Donc si je prends l'exemple du traitement de gestion des rendez-vous en ligne, donc on vous demande votre prénom, votre nom, votre adresse email, éventuellement le nom de vos enfants, puisqu'ils peuvent être amenés à bénéficier de ce service. Mais en revanche, si on vous demande si vous avez, où est-ce que vous habitez, si vous êtes locataire ou propriétaire, on est un peu hors sujet. Donc ça, c'est contraire aux règles du règlement européen, puisqu'en fait, on ne peut pas collecter plus de données que ce qui est nécessaire. Donc tout ce qui est... il faut revoir un petit peu les types de traitements et identifier ce qui pourrait ne plus être dans le traitement. Principalement les données dites sensibles. Si vous avez des données avec le numéro de sécurité sociale, eh bien c'est ce traitement, oui, il peut être justifié dans certains cas. Dans d'autres cas, le numéro de sécurité sociale ne doit pas apparaître dans la gestion. Moi, j'ai pu voir des applications sur des notes de frais qui intègrent des numéros de sécurité sociale, mais ça ne se justifie pas. Donc, ou par exemple, si vous embauchez quelqu'un et vous lui demandez son numéro de permis de conduire, ou s'il a un permis, par exemple. Mais si
il n'a pas besoin d'utiliser de voiture dans le cadre de son travail, ça ne se justifie pas. La collecte de son numéro de permis de conduire ou s'il a un permis, c'est hors du champ de la réglementation. Et s'il a, alors ils ont, en particulier sur les données de santé, j'ai beaucoup aimé l'exclusion de la CNIL. Ils disent si vous collectez des données sur la religion ou les orientations sexuelles, c'est excessif. Bon, dans certains cas, ça peut quand même être utile, mais bon, voilà, c'est un exemple de la CNIL. Voilà. Ensuite, on a l'utilisation de l'analyse d'impact qui doit être faite avant le traitement. C'est-à-dire qu'avant la mise en œuvre de l'outil, il faut faire cette analyse d'impact. Pour tous les traitements, la CNIL a dit, pour tous les traitements qui existent aujourd'hui et qui ont fait l'objet d'une déclaration, d'une demande d'autorisation conformément à la réglementation, vous n'êtes pas obligé de faire une analyse d'impact tout de suite. Vous avez 3 ans pour le faire. En revanche, pour tout ce qui va venir, les traitements à venir, eh bien, il faut faire cette analyse d'impact avant. Vous pouvez utiliser les outils qui sont mis à disposition par la CNIL et qui sont une bonne base pour travailler. Il n'y a pas de difficulté là-dessus. Et quand vous, par exemple, vous faites appel à un prestataire pour fabriquer ou pour faire un développement, eh bien, il faut que dans votre cahier des charges, vous intégriez toute la réglementation sur les données personnelles. Parce que si vous ne le faites pas, votre prestataire ne va pas forcément y penser et vous allez vous retrouver avec une solution qui n'est pas conforme. Donc il faut, et les développements spécifiques qu'il va falloir faire pour mettre en place cette conformité peuvent être chers. Donc il faut vraiment, dans votre cahier des charges, que ce soit soit dans les clauses de marché ou si c'est dans un cadre privé, mettre vraiment dans l'appel d'offres, dans le cahier des charges, des clauses particulières sur les règles RGPD. Alors justement, moi je travaille dans les études cliniques. Quand on mène des études cliniques, généralement on collecte des données dans plusieurs sites dans le monde. Après, généralement, ces données sont processées, c'est-à-dire qu'elles sont extraites, comme je disais tout à l'heure, elles sont processées pour être transformées dans des formats analysables. La plupart du temps, on externalise ces activités, donc on a des sociétés qui peuvent être basées en France, mais avec une équipe de data processing en Inde. Les données vont venir chez nous dans un autre format. Donc, justement, par rapport à ça, qu'est-ce qui est le plus important de vérifier sur tout ce chemin Alors tout ce qui est disons que, moi je vais prendre les choses dans l'ordre suivant. Tout ce qui est tout ce qui est recherche, etc. Déjà, il faut se conformer à la méthodologie de référence, mais ça, je pense que ça prend rien. Ensuite, sur le recours à des prestataires. Si vous faites des recours à des prestataires avec qui vous avez déjà des contrats, ce que je recommande, c'est de leur envoyer quand même un questionnaire dans lequel vous posez un certain nombre de questions sur le RGPD. Parce que vous êtes en obligation, en tant que responsable de traitement, de dire oui, je me suis assuré que mon prestataire, mon sous-traitant, donc s'il fait du traitement de données, il va respecter correctement les données personnelles. Si vous lui posez la question, est-ce que vous êtes conforme? Réponse, oui. Bon, on n'a pas tellement plus d'informations. Donc en fait, il faut détailler, par le biais de questions techniques, savoir concrètement qu'est-ce qui met en œuvre pour se conformer à la réglementation. Et principalement si vous faites de transfert de données à l'étranger. Parce que normalement, le transfert de données à l'étranger est par principe interdit, sauf si le pays qui reçoit les données est conforme. Alors bon, sur l'Inde, c'est discutable, quoi. Mais bon. Après, ça peut être dans un cloud où effectivement c'est très sécurisé, j'en sais rien. Mais oui, mais donc ça peut. Alors il y a quand même des codes de conduite de prestataires cloud sur la protection des données personnelles. Donc il faut vraiment. Après, c'est votre responsabilité. Si vous voulez, on fait une analyse de risque. C'est-à-dire que par exemple, on a un client qui va avoir plusieurs types de traitements comme ça. Donc par exemple, il fait beaucoup d'analyses de data sur les données de santé. Ensuite, il a la gestion de son personnel. Et il envoie tous les bulletins de paye à une société qui va faire les éditions de bulletins de paye et une autre société qui gère le transport de je ne sais pas quoi, d'une commande. Eh bien, il faut faire une analyse de risque pour savoir quels sont mes traitements qui sont le plus sensibles.
Ensuite, on va interroger les différentes personnes dans l'ordre de priorité. Et ensuite, si par exemple votre prestataire en Inde, il n'assure aucune protection des données, c'est à vous de déterminer si vous voulez continuer à travailler avec lui. Voilà. En sachant que si vous continuez à travailler avec lui, vous vous exposez à un risque. Voilà. Les sanctions, je ne les ai pas répétées parce que je pense que tout le monde les connaît, mais elles sont suffisamment importantes pour qu'on réfléchisse à la question. Juste pour compléter rapidement, dans cette histoire-là, il y a quand même les Data Protection Agreements qui doivent être fournis. Alors, soit vous, en tant que responsable de traitement, vous imposez un DPA à votre prestataire, soit votre prestataire vous suggère un DPA parce que c'est un professionnel qui est lui-même soumis au RGPD et qu'il a industrialisé ses process, comme peut le faire OVH par exemple. Et typiquement, voilà, ensuite, il y a un aspect transactionnel, de négociation sur cette base de DPA-là, qui permet déjà d'avoir une assurance sur ce que l'on fait déjà, ou pas. Ensuite, la question, c'est aussi véritablement qu'est-ce que vous sous-traitez, puisque ce n'est pas pareil d'avoir un DPA de fournisseur de IaaS, par exemple, qui peut être soumis à un code de conduite, puisqu'en l'occurrence, les fournisseurs de IaaS sont en train de faire homologuer un code de conduite, et un fournisseur de SaaS qui forcément est beaucoup plus proche de la donnée que vous allez lui fournir. Voilà. Oui, on peut aussi rappeler dans ces problématiques de transfert de données, d'export de données, d'exfiltration de données, c'est qu'il y a quand même, je dirais, dans toute cette démarche, un côté un peu anti-GAFA, et quelque part, je dirais, et très clairement même, un côté anti-GAFA, et que par rapport à ça, il y a aussi à prendre en compte les législations de chacun des pays. C'est-à-dire on pense au Patriot Act et des choses comme ça qui sont en elles-mêmes qui posent la question, je dirais, du côté pertinent du transfert de données. Alors oui, si on est sur des transferts de données à plusieurs pays, il faut évidemment songer à une réglementation par pays. Étant précisé quand même sur la base européenne, on peut se baser sur le règlement. Et puis pour tout le reste, c'est du cas spécifique, en sachant que si on prend toutes les réglementations, il faut faire étape par étape parce que c'est des gros investissements en termes d'analyse de risque qui sont longues à mettre en œuvre, donc il faut anticiper. En fait, je pense que c'est important, cette histoire de GAFA que vous avez abordée, justement. Je voudrais juste rebondir par rapport au slide qui s'affiche. Vous voyez, donc, pour les activités de prévention, on peut éventuellement collecter situation familiale, antécédents, etc. Nous, on a une activité de crawling des réseaux sociaux. Donc, on va chercher des médicaments et des effets indésirables sur Twitter, Facebook, etc. Ça veut dire que normalement, à votre avis, est-ce qu'on peut faire de la prévention sur les réseaux sociaux ou pas? Donc, est-ce qu'on peut aller crawler autre chose que des médicaments et des effets indésirables sur les réseaux sociaux pour faire de la prévention, pour faire une santé vraiment préventive et non pas juste du crawling pour le crawling? Alors si j'ai bien compris, vous collectez sur les réseaux sociaux les analyses, enfin en tout cas les perceptions de personnes qui ont pris un médicament, c'est ça? On crawl sur les réseaux sociaux des noms de médicaments. Ah, des noms de médicaments. Donc des médicaments et des effets indésirables. D'accord, mais est-ce qu'il y a les noms des gens? Enfin, est-ce qu'il y a des... Alors, disons qu'on peut le faire, mais on ne le fait pas. D'accord. Mais si on veut faire de la prévention par rapport aux réseaux sociaux, est-ce qu'on pourrait le faire dans une activité de prévention? Alors, oui, à certaines conditions. C'est-à-dire que là, on est sur un... Alors, si vous n'avez pas de données personnelles, même si la donnée personnelle, ça va assez long, enfin, ça peut assez loin. Si c'est un numéro, un identifiant, un numéro de compte, une adresse IP, etc. Tout ça, c'est des données personnelles. Donc, dans ce cas-là, si vous faites ce type de traitement, il va falloir peut-être réfléchir à un mode de mise en conformité par rapport à l'information des personnes sur le traitement. S'il n'y a pas de données personnelles, il n'y a pas ce sujet-là. Mais si vous voulez intégrer le nom des gens et voilà, les effets indésirables, etc. Si vous n'avez pas collecté les données directement auprès d'eux, il faut au moment, donc c'est ce qu'on appelle une collecte indirecte, et il faut les informer que vous avez collecté leurs données à un endroit. D'accord, donc en gros, on pourrait quand même collecter des données personnelles sur les réseaux sociaux à condition que les personnes soient informées.
Voilà, mais c'est pas aussi simple parce qu'il y a quand même des données de santé. Donc comme vous avez des données de santé, parce que c'est quand même on peut savoir si vous avez le nom de la personne qu'elle a utilisé un médicament. Donc je suis sur une donnée de santé puisque je connais l'état si j'ai pris tel type de médicament. Donc dans ces cas-là, il faut que la personne elle consente expressément à la collecte de données. Donc disons que si je dois vous donner une réponse là comme ça sans autres éléments complémentaires, la réponse serait non. Quand une donnée de santé est manifestement rendue publique, je crois que c'est l'article 9.2 qui prévoit les exceptions, on peut justement s'affranchir du consentement. Dans ma perception, c'est plutôt un intérêt public. Mais si vous les avez publiés sur Internet et qu'après quelqu'un d'autre fait du traitement de données, il faut quand même son consentement. C'est-à-dire qu'on est dans un deuxième... c'est-à-dire que ce n'est pas parce que quelqu'un il a mis sur Internet sa donnée que vous pouvez tout récupérer et faire votre propre sauce. C'est vous-même, quand vous utilisez les données d'une personne que vous avez collectées sur un site, vous faites un traitement de données. Donc vous êtes forcément soumis à toute la réglementation, dit information, consentement, etc. Il fait son jogging grâce à moi. Bonjour, je voulais vous poser une question. Nous, on est plus dans une solution de télémédecine et nos patients sont des mineurs. Et j'avais appris par un de vos collègues que la réglementation sur les mineurs avec le RGPD se durcissait. Et je voulais savoir un petit peu ce qu'il en était. En particulier, quand on fait des consultations avec des mineurs, et donc un spécialiste, et les parents ne sont pas forcément présents. Qu'est-ce qu'on fait de la vidéo? Et enfin voilà, c'est ce genre de questions que je voulais vous poser. Alors, sur le sujet des mineurs, on a une précision par la loi informatique qui dit qu'en gros, les mineurs de 15 ans ont la possibilité de faire un certain nombre d'actes sur Internet sans qu'on demande l'autorisation des parents. Pour tout ce qui est consultation, etc., il faut d'une manière ou d'une autre que vous demandiez l'autorisation du représentant légal. Alors c'est dans la mesure du raisonnable, du possible, etc., de ce qu'on peut faire. Donc je ne sais pas exactement le contexte de votre solution de télémédecine, mais si on est dans un cas où il rentre, soit c'est sur Internet et il se connecte ou vous donnez des conseils, par exemple, eh bien, il faudrait en pratique que vous adressiez un email, vous demandiez le nom ou l'adresse des parents pour envoyer un email que lui-même accepterait, enfin en tout cas que les parents accepteraient. Il faut réfléchir à un mécanisme qui permettrait de vous assurer, en tout cas, de l'information du consentement des parents. Malheureusement, vous êtes quand même sur des données sensibles. C'est-à-dire qu'une consultation, ou de la téléconseil ou téléconsultation, on est quand même sur du traitement de données sensibles. Avec autre chose, c'est ce qu'on appelle des personnes dites vulnérables, puisque c'est des mineurs. Et donc, en fait, il faut vraiment, hormis l'analyse d'impact qu'il faut faire, il faut réfléchir à un mécanisme d'information qui soit suffisamment fort. Parce que c'est sur Internet, c'est disponible à tout le monde et concrètement, on peut ne pas savoir ce que vous faites avec les données. Est-ce que vous voulez que je finisse? C'est la dernière slide. Après, vous êtes libre. Donc, le dernier élément qu'il faut regarder, c'est ce qu'on appelle la notification en cas de violation. Donc, si vous perdez les données, la confidentialité, si de manière accidentelle, une personne qui ne devait pas y avoir accès y a accès, eh bien, il faut informer la CNIL. C'est une nouvelle obligation qui est soumise à sanction. C'est-à-dire que si vous ne notifiez pas et qu'on a appris qu'il y a cette violation, eh bien, vous êtes soumis à sanction. Donc il faut réfléchir, là pareil en entreprise, à une procédure de notification qui informe qui, dans quelles conditions, qu'est-ce que je lui transmets comme données. On peut avoir une procédure intermédiaire qui est d'informer tous les médecins, par exemple, de la procédure à suivre s'ils constatent une violation de données. Exemple, j'ai perdu mon ordinateur, je le dis à qui ? Exemple, j'ai perdu ma clé USB dans laquelle il y avait des données personnelles. Eh bien, tout ça, c'est des constats de violation qu'il va falloir remonter à une personne en interne qui ensuite va devoir suivre la procédure qui est mise en place par le RGPD. Et il faut bien sûr documenter, dire qu'est-ce qu'on a fait pour essayer de limiter la catastrophe et informer si besoin les personnes concernées. C'est là où ça peut être une problématique si vous avez 200 000 patients et que leurs données ont été mises à disposition sur Internet. C'est jamais très agréable de réfléchir à comment on fait pour tous les informer. Mais il faut y avoir réfléchi avant parce que, comme je vous l'ai dit, si vous ne notifiez pas, eh bien, on est dans un cas de violation du RGPD. Voilà.
Donc réfléchissez-y bien en interne. Parce que c'est pas. Je vous donne d'autres exemples. Alors en revanche, si vous par exemple vous perdez votre PC mais qu'il est chiffré, vous avez un poste de travail avec un accès, des postes de travail sécurisés, il n'y aura pas de sujet. Si vous perdez un CD mais qui est chiffré, eh bien il y aura pas de sujet. En revanche, si vous perdez votre CD ou votre clé et que tout le monde peut l'ouvrir, en fait, on a un cas de violation. Voilà. Et j'en ai terminé. Merci beaucoup. Concernant la notification, la CNIL, il y a un document normé? On se base sur la notification qui existait déjà, mais il faudra compléter avec la liste des renseignements qui sont demandés, qui sont indiqués dans le règlement. Voilà, donc il n'y a pas de surprise, en tout cas. Voilà, et en pareil, il faut élaborer un document sur la base de celui qui existe, parce que celui qui est disponible sur la CNIL, c'est l'ancien document. Voilà.